Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va débriefer cette belle victoire des Bulls face à Utah avec, pour la première fois de la saison, attention roulement de tambour, pour la première fois de la saison, on a mis plus de paniers à 3 points que l'adversaire. Waouh. Waouh. Tiens, prends ça, le nouveau profil de shoot. Euh, C'était systématique depuis le début de la saison. L'équipe adverse mettait plus de points derrière l'arc que nous. En ouverture face à OKC, ils ont mis 21 points de plus que nous sur les shoots à 3 points. Le match d'après face à Toronto en prolongation, ils ont mis 3 points de plus que nous. Détroit pareil, 3 points de plus. Indiana 18 points de plus. Dallas 27 points de plus. Brooklyn 21 points de plus et Denver 27 points de plus. On sait très bien que c'est pas tenable. Mais sur ce match face à Utah, plus 6 en faveur des Bulls en nombre de points inscrits derrière l'arc. 18 paniers à 3 points inscrits, c'est notre record cette saison, contre 16 pour Utah. Donc cette fois-ci, on a gagné la bataille des 3 points et ça nous a permis de s'imposer assez aisément dans ce match-là. Et pourtant, au début, tu te dis, oula, ça part pas forcément bien, parce que Utah met 4 de ses 5 premiers shoots à 3 points. Tu te dis, ouais, ça y est, ils vont pas commencer à faire comme tout le monde, à shooter à je sais pas combien de pourcents face à nous. Pendant que nous, il y a eu un 3 points de DeRozan, il y a eu un 3 points de Kobe, mais il y avait aussi beaucoup d'attaques du cercle, et donc on était légèrement derrière, parce qu'on échangeait des 3 points contre des 2 points, et l'entrée de Jevon Carter a tout changé. Oh là là, oh là là, Jevon Carter, oh, magnifique, magnifique ce qu'il nous a fait, et lui franchement, autant des fois tu as des joueurs, et même encore sur ce match-là, comme Kobe, comme Zach, qui ont un peu d'espace, mais au lieu de prendre un 3 points, vont partir en dribble, attaquer le cercle alors qu'il y a l'espace. Carter, zéro hésitation. Le moins de millimètre d'espace qu'il a, il sort d'un screen, boum, il dégaine. Contre-attaque, il s'arrête, boum, il dégaine. Oh, il a fait, mais il a régalé. Il a régalé. Il me semble qu'il a fini à 4 sur 6 ou un truc comme ça, 3 points sur ce match-là. Et non seulement ça, mais lui et les autres remplaçants ont eu un impact défensif absolument énormissime. Presse full courte, main active pour couper les lignes de passe et les entry passes vers la raquette. On a forcé énormément d'erreurs côté Utah. Et du coup, après, on a pu filer en transition, mettre des paniers faciles. Et ça a grandement facilité notre jeu offensif. Parce qu'on l'a dit plein de fois, sur jeu placé, on n'arrive pas forcément trop à faire circuler la balle. Il n'y a pas énormément de shoot ouverts qui se créent. Mais si on a l'adresse à 3 points et qu'en plus, on se crée énormément d'opportunités de contre-attaque pour les mettre des lay-ups, là, tout de suite, ça nous rend la soirée beaucoup, beaucoup plus facile et on a des bien, bien meilleurs pourcentages. Et ouais, donc je disais, tout le banc, Caruso a été excellent dès qu'il est rentré. Gros hustle play, il a mis un 3 points. Patrick Williams a mis un 3 points aussi, et pareil, quelques hustle play. Il s'est bien battu. Drummond qui a pris quelques gros rebonds offensifs, on va en reparler après. Et donc voilà, le deuxième 5 a vraiment été bon pour perturber Utah. Et d'ailleurs, il y a une stat qui est sortie, c'est que sur ce début de saison, on a 2 joueurs des Bulls qui sont dans le top 5 des joueurs qui dévient le plus de ballons adverses, de passes adverses. Drummond est 3ème et Caruso est 5ème. Pour Caruso, c'est pas une grosse surprise parce que ça reste un des meilleurs défenseurs de la ligue, qui était All Defensive First Team l'an dernier. Drummond, c'est pas si surprenant que ça parce que c'est un joueur qui aime beaucoup switcher sur les arrières et qui a toujours les mains actives, qui aime bien faire ça. Et on l'a vu plein de fois cette saison. Et, euh, et donc, dans ce sillage-là, donc non seulement on a énormément perturbé leur attaque, mais en plus on les a pulvérisés avec une grosse adresse extérieure. On a continué de mettre des 3 points dans tous les sens. On a vu des joueurs qui se sont fait plaisir un petit peu. Zach LaVine qui a mis un step back sur la tronche à Markkanen. Les deux sont bien potes, ils se sont chambrés. On a vu DeRozan attaquer le cercle aussi. Enfin, tout le monde a fait le taf. On a pris une vingtaine de points d'avance dans le troisième quart-temps et derrière, on a plus ou moins déroulé jusqu'au bout dans un match qui a pas vraiment présenté de suspense. Au final, on a été devant quasiment tout le long. Et au final, donc, on s'impose 130-113. 130 points, c'est notre record cette saison.
Record cette saison sur le nombre de points sur une mi-temps, 66. Record cette saison sur le nombre de points sur un quart-temps, 37, avec au passage 6 paniers à 3 points. Record cette saison, 12 interceptions. Record cette saison, 18 paniers à 3 points, comme on l'a dit, sur 34 tentatives, donc quasiment 53%. Alors on sait que c'est pas quelque chose qu'on va faire tous les soirs. Hein. Tu vas clairement pas shooter au-dessus de 50% chaque soir en NBA. Il faudra confirmer face à d'autres équipes avec une meilleure défense, notamment leur traction arrière, parce que Clarkson et Talen Horton-Tucker, on est passé devant, on les a drivés toute la soirée, il n'y en a pas un qui a fait quoi que ce soit. On sait que c'est pas des foudres sur le plan défensif, et c'est pas des foudres non plus balle en main, parce que à eux deux, ils ont perdu 10 des 22 ballons d'Utah, donc 5 chacun. Donc avec le press haut que Carter et Caruso leur mettaient, voilà, on a court-circuité leurs attaques, mais vraiment de manière quasi permanente, quoi. Dès qu'on arrivait à les empêcher d'envoyer la balle à l'intérieur, c'était transition, panier, etc. Donc ça c'est des choses face à d'autres équipes, ce sera peut-être un peu plus compliqué à mettre en place parce que voilà, Utah avait le même bilan que nous au coup d'envoi de ce match. Hein. Les deux équipes étaient à 2 victoires, 5 défaites. Utah était aussi mauvaise que nous sur le plan défensif. Et ça s'est vu sur ce match-là d'ailleurs, hein, parce que bon, quand tu prends 130 points face à une équipe des Bulls qui a du mal à en mettre 105 depuis le début de saison, c'est quand même compliqué. Par contre, il y a un truc sur lequel on peut s'appuyer pour les autres matchs et qui est fait vraiment bien plaisir, et c'est quelque chose qui m'a énormément plu, au-delà des 26 passes décisives, ce qui est un bon total, c'est surtout qu'on a 8 joueurs à au moins 10 points sur ce match-là. C'est pas comme, par exemple, le match à Détroit où Zach LaVine met 51 points, mais derrière personne ne suit, et du coup on perd ce match-là. Là, Zach a mis 24 points, Demar en a mis 21, et donc on a 8 joueurs à au moins 10 points, dont 4 qui sortent du banc, P-Will, Caruso, Drummond et Carter, plus Ayo qui finit à 8 points. Donc tu as quand même 9 joueurs entre 24 et 8 points, c'est excellent, c'est excellent. Quand tu arrives à répartir la marque de cette manière-là, c'est quand même extrêmement intéressant. Tout le monde a apporté quelque chose. Ayo est rentré, il a mis des paniers à 3 points, il a fait un bon pressing défensif aussi. Donc voilà, tout le monde a vraiment contribué, et c'est ça qu'on veut voir plus souvent, quoi, tout simplement. Encore une fois, face à des équipes un peu plus solides, on a vu déjà sur ce début de saison que c'était plus compliqué à mettre en place. Mais voilà, il faut que ce match serve à redonner confiance à tout le monde, que tout le monde prenne un peu conscience de son rôle dans cette équipe, à commencer par Patrick Williams, quoi. Parce que mine de rien, ça fait 3 matchs maintenant qu'il est remplaçant, et quand tu vois ses stats quand il est titulaire et ses stats quand il est remplaçant sur ce début de saison, il y a quand même un gouffre assez incroyable. Sur les 5 matchs où il a été titulaire, Patrick Williams, il tourne à 4 points, avec des pourcentages mais absolument ridicules. 26,7% au shoot, 12,5% à 3 points, dont, on le rappelle, 2 matchs à 0 points avec des 0 sur 5, 0 sur 6 au tir, des trucs infâmes, et 3,2 rebonds. Sur les 3 matchs où il est sorti du banc, sur à peu près 2 minutes de plus en moyenne par match, ce qui est paradoxal parce qu'il sort du banc mais il joue plus de minutes, il tourne à 9 points, donc plus du double déjà, 43,5%, ce qui est déjà beaucoup plus correct, 33,3% à 3 points, donc déjà ouais, il y a quand même un sacré bond en avant, et 3,7 rebonds, donc c'est pas non plus, il n'est pas passé de là à là, hein, il est passé de là à là, c'est mieux, c'est bien ce qu'on voit, mais tu le sens tout de suite qu'il est, je sais pas, plus en confiance, plus à l'aise, qui déjà il a plus d'opportunités forcément parce qu'il n'a pas des mecs autour de lui qui ont besoin de prendre 10, 12, 15 shoots, voire plus, donc il en a plus pour lui, mais je sais pas, est-ce qu'il se sent plus à l'aise comme ça, parce que on sait que l'an dernier plusieurs fois il disait que quand il était titulaire, il devait en gros servir les autres, qu'il hésitait à prendre les choses à son compte parce que il y avait des gars devant lui qui étaient plus capables que lui de le faire. Euh, mais là, quand il est avec le reste des benchers, c'est à lui de prendre les initiatives, et ça a l'air de lui convenir un peu plus. Et voilà, il a déjà 2 matchs à au moins 10 points en sortie de banc.
sur les trois. Et je l'avais signalé l'an dernier et dans la preview en début de saison. Quand il était devenu remplaçant en fin de saison l'année dernière, il a disputé 16 matchs en sortie de banc sur la fin de saison. Il y en a 9 où il a mis au moins 10 points. Alors que sur les matchs d'avant, c'était 4 points, 6 points, 8 points. Donc voilà, il a plus d'opportunités en sortant du banc et tu le sens tout de suite beaucoup plus en confiance et ça se traduit dans les pourcentages au shoot qui ont plus que doublé. Donc voilà, c'est peut-être son, son max, être un remplaçant de qualité et peut-être pas forcément un candidat au meilleur sixième homme, mais en tout cas un mec qui a un impact en sortant du banc. Donc bah voilà, peut-être que c'est son rôle à lui, qu'il n'était pas euh, formé pour être un titulaire et que voilà, ce sera un remplaçant de qualité en NBA et que c'est ça son max, quoi, parce que ben, il a passé quand même beaucoup plus de matchs titulaires que remplaçant dans sa carrière NBA et bah, c'est quand même quand il est sur le banc qu'il est le plus efficace. On l'a quand même vu sur une certaine échelle, quoi. C'est pas juste deux trois matchs, quoi. Donc voilà, à voir comment ça va se passer pour lui au niveau des négociations quand il sera en fin de contrat à la fin de saison, parce que les Bulls vont lui dire, écoute, t'es bien gentil, mais si ton meilleur c'est très bon joueur de banc, ce qui est pas non plus dramatique, hein, c'est très bien d'être un bon joueur de banc NBA, mais quand t'es quatrième de draft, bon voilà. Mais après, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a choisi d'être drafté en quatrième, hein, c'est les Bulls qui l'ont pris. Donc les Bulls vont lui dire, écoute, si ton max c'est joueur utile en sortie de banc, on va pas te donner le max auquel tu as droit. Tu vas pas récupérer un contrat, je sais pas combien de dizaines de millions. Donc on a le temps de voir ça. Mais en tout cas, là, sur les matchs qu'il a fait en sortie de banc, c'est un peu mieux. C'est pas grandiose, on n'est pas sur du truc de dingue, mais c'est mieux. Donc, pourvu que ça dure et que petit à petit, il continue à, à monter en puissance comme ça, à prendre les choses en main. Et puis qui sait, peut-être que dans 2-3 semaines, le mec il va régulièrement tourner à 12-13 points avec des bons pourcentages en sortie de banc. Voilà, ce sera toujours bénéfique aux Bulls quoi qu'il arrive. Donc voilà, on va suivre ça en espérant qu'il continue sur cette lancée tout simplement. Et puis un autre joueur sur lequel je voulais revenir, et pareil, qui est sorti du banc et qui a fait des très très bonnes choses, c'est André Drummond, qui en plus sur ce match-là euh, a atteint les 10 000 rebonds en carrière, ce qui est quand même un chiffre plutôt impressionnant. Il est le 43e joueur de l'histoire de la NBA à atteindre ce total. Et si tu ajoutes la NBA plus la ABA, donc l'autre ligue dans les années 60-70 avant qu'elle fusionne avec l'NBA, il est le 47e joueur à atteindre les 10 000 rebonds en carrière, donc c'est quand même pas rien, quoi. Il a pris 7 rebonds hier en sortie de banc, dont 5 rebonds offensifs avec des bonnes claquettes, etc. Euh, et son début de saison est vraiment costaud. C'est un des joueurs dont on parle pas beaucoup finalement. On préfère toujours parler de Patrick Williams, de Zach LaVine, de Torrey Craig, de Kobe White, etc. À, à raison, parce que c'est des joueurs qui sont peut-être plus importants dans ce qu'on a besoin. Mais Drummond fait un début de saison très très correct. Voilà, on a noté quelques soucis défensifs parce qu'il aime bien rester haut sur les pick and roll et du coup il laisse des espaces derrière lui et il n'a pas forcément ultra mobile pour aller couvrir ces espaces-là. Mais parfois, bah voilà, comme on le disait, il est dans le top 3 de la ligue au ballon dévié parce que justement sur les switches, sur les pick and roll, des fois il switch sur l'arrière adverse, le meneur adverse et avec ses mains actives, il arrive à voler des ballons et il file en transition. Et tu sais qu'il se passe toujours quelque chose avec Drummond en transition. Il va écraser le ballon sur le cercle en tentant d'aller faire un dunk. Sur ce match contre Utah, à un moment, il est parti pour. Il a piqué le ballon des mains de. Je crois que c'était Clarkson. Je sais plus, mais enfin bref. Il est parti en transition. Il a voulu dire bon, je vais assurer le lay-up. Et il l'a loupé aussi. Et après, Caruso a récupéré le rebond offensif. Il a mis un 3 points. Mais il se passe toujours un truc. C'est comme le premier match de la saison quand il intercepte un ballon et se retrouve en transition face à Chet Holmgren et il lui met un Eurostep devant la tronche et après il glisse. Enfin bref, c'est extraordinaire. Il se passe toujours quelque chose avec Drummond. C'est l'expérience André Drummond, mais sur le début de saison qu'il fait, il n'y a quand même pas grand chose à redire. Il fait son taf. Il le fait avec une belle régularité et c'est quelque chose de qualité. Donc c'est à souligner aussi. Donc voilà, on a quand même sur ce match contre Utah où tout le monde s'est montré sous son meilleur jour. On a vu un Kobe White qui a rentré ses shoots, qui a donné quelques belles passes décisives. Torrey Craig, toujours aussi énorme. Il a mis que 3 points, mais
le taf défensif, l'énergie au rebond, c'est top. Caruso, enfin, on les a cités, hein, Ayo, puis Will. Il n'y a que Vucevic qui n'a pas forcément énormément touché de ballon à l'intérieur. Et pourtant, les quelques fois où il les a eus, il a fait des trucs assez corrects. Même si, voilà, les seules fois où Utah était vraiment un peu emmerdant, c'est quand ils ont aligné leur line-up avec trois grands, avec Markkanen, Kessler et Olynyk. Mais c'était des courtes séquences bon, on a, même si on a eu un peu plus de mal parfois, en attaquant le cercle, on s'est pris quelques contres, ça nous a pas non plus sorti du match. Donc voilà, c'était pas non plus extraordinaire. Donc voilà, une belle victoire qui fait quand même, mine de rien, beaucoup de bien à tout le monde, hein, que ce soit pour nous dans les têtes, pour les joueurs aussi, parce que sinon là j'aurais continué de défoncer ma balle anti-stress là, de l'autre jour. Donc maintenant, la question c'est comment on va être capable d'enchaîner, sachant que maintenant on a Phoenix cette nuit. Phoenix sans Devin Booker, qui est toujours blessé, mais il pourrait y avoir, c'est pas encore sûr et certain, mais il pourrait que ça se passe comme ça, les débuts de Bradley Beal, qui est arrivé donc cet été à Phoenix et qui pourrait, donc qui était blessé jusqu'ici et qui pourrait faire ses débuts face à nous ce soir. Sachant qu'ensuite, on rejoue pas avant dimanche, donc on a 3 jours un peu plus repos, calme pour souffler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a quand même un petit peu enchaîné depuis le début de saison, on a eu plusieurs back-to-back, on a eu pas mal de gros déplacements, et là le match contre Utah était le premier d'une série de 7 matchs à domicile sur 8 matchs, et le seul déplacement c'est à Milwaukee, donc c'est le plus court de la saison, qui a 2 heures de route. Donc voilà, sur là, les 2 prochaines semaines à peu près, on va pas beaucoup voyager, voilà, on va avoir un peu là, donc 3 jours sans jouer, donc on va pouvoir souffler un peu, essayer de travailler quelques trucs à l'entraînement, donc ça peut pas faire de mal. Et puis on va voir comment ça se déroule. Donc Phoenix cette nuit, Détroit dans la nuit de dimanche à lundi, sachant aussi que vendredi il y a le début de la saison de G-League, donc il y aura du Sanogo, il y aura du B-Team, il y aura du Dalen Terry qu'on a envoyé là-bas. Il y aura du Justin Lewis aussi, donc nos 3 two-way contracts plus Terry. Peut-être qu'on enverra aussi Phillips d'ici là pour qu'il se dégourdisse un petit peu les papates. Sachant que lui, Terry et Taylor sont rentrés en toute fin de match contre Utah, là, dans les 3-4 dernières minutes quand le score était acquis. Donc ils auront peut-être un peu plus d'occasion de se montrer en G-League, donc on va suivre ça aussi. Et puis voilà, donc d'ici là, euh, pas de live tweet pour le match de soir contre Phoenix, je serai pas là, je suis en Allemagne pour 2-3 jours. Et puis on se retrouve après le match face aux Pistons, parce que j'aurai pas le temps de faire une autre vidéo avant. Donc on débriefera Phoenix, Détroit, et puis ce qu'on a un petit peu vu sur la G-League. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt. Ciao, boys.